Bonjour. J'ai remarqué que dans nos rencontres, j'ai laissé peu de place à la poésie et c'est dommage parce que à chaque moment de la vie, à chacun de nos états d'âme correspond un poème. Il m'a semblé qu'en ce moment où on a besoin de rêverie et d'imaginaire, l'invitation au voyage pouvait répondre à cette aspiration. Si vous ne connaissez pas bien Baudelaire, parlons-en rapidement. Il est né à Paris en 1821. Son père meurt quand il a 5 ans et sa mère se remarie avec le général Opic que Baudelaire va détester toute sa vie. D'une part parce qu'il lui prend sa mère, qui sera le grand amour du poète pendant toute sa vie, et parce qu'il ne comprend rien à sa vocation artistique. Il veut le faire rentrer dans le rang, d'autant que Charles n'a pas fait des études très brillantes. Après ces voyages avortés voulus par son beau-père, Charles s'installe à Paris donc en 1840 et il va mener une vie qu'on qualifierait de dissolue selon les critères bourgeois. Il fréquente les prostituées et les actrices, il dilapide l'héritage paternel avec ses goûts de luxe, il s'adonne à toute espèce de drogue, mais il défend aussi Balzac et Delacroix. Il traduit l'œuvre d'Edgar Allan Poe et il devient un peu critique d'art. Vers 1842 à peu près, il commence la rédaction des poèmes qui vont devenir Les Fleurs du Mal. Il mourra à Paris en 1867, rongé par la syphilis, et il est enterré dans le cimetière du Montparnasse, dans la tombe de son beau-père détesté. De son vivant, il y aura 3 parutions des Fleurs du Mal, à chaque fois augmentées, et ça regroupe quasiment la totalité de son œuvre poétique. La première parution date de 1857 et elle est louée par Victor Hugo, mais beaucoup moins appréciée par la justice, car elle est poursuivie pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Les poèmes qui sont censurés sont publiés en Belgique et il faudra quand même attendre 1949 pour la réhabilitation officielle de ces poèmes en France. Donc les 168 pièces qui constituent Les Fleurs du Mal sont une œuvre majeure dans la poésie française car elle rajeunit la structure du vers en se libérant de la forme rigide du sonnet et elle mêle aussi à la fois un langage savant et un parler populaire. Elle est vraiment constitutive d'une esthétique nouvelle. Par ailleurs, contrairement aux recueils de poèmes qui souvent réunissent des poèmes un peu disparates, les Fleurs du Mal ont une structure et un objectif précis, qui est de dire la souffrance, considérée du point de vue du dogme chrétien du péché originel, le dégoût du mal et aussi de soi-même, l'obsession de la mort et l'aspiration à un monde idéal auquel on accéderait par de mystérieuses correspondances dont nous reparlerons tout à l'heure. Arrêtons-nous un instant sur le titre Les Fleurs du Mal. C'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est une figure de style que Baudelaire apprécie beaucoup, et d'ailleurs on l'entendra dans le poème suivant, qui consiste à rapprocher 2 termes contraires. Par exemple, un silence assourdissant. Dans l'invitation au voyage, on va entendre les soleils mouillés. Et donc, les Fleurs du Mal, c'est fondé sur l'opposition entre le mal, mais aussi un lien étroit qui existe entre le mal et la recherche du beau, bien entendu à travers la poésie. La première partie du recueil s'intitule Spleen et idéal, et il comprend 98 poèmes. Cette qui dresse une sorte de bilan. Le monde est voué à la faute, au mal, et cela inspire à Baudelaire du dégoût, de l'ennui et une tristesse profonde qu'il appelle le spleen. Le spleen, c'est un mot anglais qui désigne la rate, et dans la médecine ancienne, on considérait que c'était un dysfonctionnement de cet organe qui provoquait la mélancolie.
Donc Baudelaire l'utilise comme un synonyme de son profond désespoir. Le poème que nous allons lire, L'invitation au voyage, est inclus dans cette première partie. Sachez qu'il existe aussi un poème qui porte le même nom et qui est un poème en prose. C'est l'un des poèmes les plus connus de Baudelaire. Il s'adresse à sa bien-aimée Marie d'Aubrain, qui était une actrice, pour l'inviter à un voyage un voyage dans un pays idéal où ils pourraient s'installer ensemble. L'image de la femme est partout dans le recueil, mais ici c'est la femme sœur, complice, amie. Et donc l'amour est beaucoup moins sensuel et plus spirituel. De même, il ne s'agit pas vraiment d'un voyage, mais de la promesse d'un voyage rêvé, imaginaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir les vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ce poème, comme vous l'avez entendu, est fortement musical. Cela vient du rythme, qui est composé de 2 vers de 5 syllabes avec des rimes masculines et un vers de 7 syllabes avec une rime féminine. Et d'ailleurs, l'invitation au voyage a inspiré de nombreux musiciens. La composition la plus connue est sûrement celle d'Henri Duparc, qui est toujours chantée par les plus grandes sopranos. La composition aussi est originale. C'est un triptyque, comme un tableau en 3 parties, séparé par un refrain. Donc, le refrain, c'est aussi un terme du registre musical, et il a été employé par Baudelaire lui-même. La première strophe, c'est une invitation au voyage. La deuxième, c'est un intérieur, un appartement. Et la troisième, c'est la ville, le port. La destination au voyage est du domaine du rêve. Vous avez entendu le verbe songe à la douceur. Et dans un lointain indéterminé, là-bas, on ne sait pas où, mais là-bas. C'est aussi un paradis pour un amour fusionnel, vivre ensemble. Et vous avez entendu le mot aimer qui est répété comme une incantation. Et aimer dans une absence de contrainte, aimer à loisir. Ce poème nous permet de parler des correspondances que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est un concept cher à Baudelaire qui considère qu'il y a des analogies qui parcourent le monde sensible, qui se répondent et qui donnent donc ainsi un sens esthétique au monde. On parle aussi de synesthésie, par exemple, c'est un son qui vous évoque une couleur. Pour Baudelaire, ces correspondances ont pour principale fonction de se libérer du temps et de l'espace et d'accéder ainsi à l'infini. Dans la première strophe, dès la première strophe, on note cette correspondance entre la femme et le paysage, le pays qui te ressemble. La femme est un paysage comme un tableau et tout le poème est fondé sur cette correspondance. L'invitation, d'abord amoureuse, va devenir esthétique puis poétique. En effet, au fur et à mesure qu'on avance dans le poème, l'image de la femme s'estompe et c'est comme si on visitait une galerie de peinture.
D'ailleurs, vous avez entendu, il y a le mot le ciel, hein, qui a cette forme de pluriel est aussi du registre de la peinture, hein, comme les ciels de Ruisdael. L'intérieur pourrait être un tableau peint par Vermeer, et la fin, la vue sur la ville et sur le port, pourrait être un tableau de Claude Gelée-le-Lorrain. Pour marquer la suite du rêve, la deuxième strophe utilise le conditionnel, décorerait notre chambre. Et là, il y a trois sens qui sont sollicités. Le toucher, hein, euh, les meubles sont polis, hein, la vue, l'adjectif luisant, les miroirs, et aussi l'odorat, odeur, senteur, fleur. Et donc, tous ces sens, ces trois sens conjugués, créent aussi une correspondance, hein, dans laquelle, pour créer un monde dans lequel le poète se trouve en symbiose, à tel point qu'il comprend le langage, qui parle à son âme, c'est-à-dire au plus intime de lui-même, une douce langue natale, c'est-à-dire comme une langue naturelle. Tout ce décor riche, hein, vous avez noté, les plafonds sont riches, les fleurs sont rares, l'ambre est un parfum précieux. Tout ce décor riche et luxueux fait aussi, et puis aussi, correspond à un idéal un petit peu, hein, d'un monde intime dans lequel voudrait vivre le poème, de même que le refrain, hein, ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Et ça pourrait être aussi une description de la Hollande telle qu'on l'imaginait au XIXe siècle. On en faisait le lieu idéal, hein, du bonheur et du luxe, un luxe souvent oriental du fait du commerce de la Hollande avec l'Inde. La troisième strophe prolonge la seconde. C'est comme une fenêtre ouverte, hein, sur le port, ou bien peut-être un tableau qui est accroché à l'intérieur et dans lequel plonge le regard. En tous les cas, c'est comme une élévation, comme si le poète était en lévitation, hein, au-dessus du monde transfiguré. Il achève ainsi la peinture, hein, d'un lieu idéal, une réalité recomposée selon une vision esthétique. Pour Baudelaire, les plus beaux voyages sont ceux que l'on imagine, loin des lourdeurs du réel. Et vous l'avez entendu, le poème se termine sur le sommeil, le monde s'endort. Et ainsi, le rêve va rejoindre la rêverie éveillée. L'invitation au voyage, c'est un moment de grâce, hein, et on le retrouve dans son équilibre musical. Et c'est un moment de grâce qui est peu présent dans ces poèmes qui sont dominés par le spleen. Mais j'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous invite à relire le poème, bien sûr, et peut-être aussi à l'apprendre par cœur pour qu'il vous accompagne toujours. Au revoir.